Hello François, Hello bienvenue à Gilles. l'épisode 49. C'est un grand plaisir pour nous parce que c'est un cap, on va bientôt atteindre le chiffre 50 et en fait c'est la moitié de l'objectif qu'on s'était donné à la base qui était de faire 100 épisodes. Donc l'épisode 50 ça va être la moitié et donc pour marquer le coup, on va faire un épisode un peu particulier dans l'épisode 50. Il y aura deux choses, une grande annonce qui est une annonce qui nous excite beaucoup et qui surfe sur l'actualité et vous verrez pourquoi dans l'épisode 50. Et un deuxième événement qu'on fera dans l'épisode 50, c'est un Q&A. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dédiera la plupart de l'épisode 50 à répondre à toutes vos questions. Toutes les questions que vous nous posez en fait en message privé, même des fois dans les commentaires YouTube depuis pas mal de temps. Là, en fait, on va vous demander de les reposer ou même de brainstormer des questions que vous adoriez poser. Il n'y a pas de sujet tabou. Ça peut être des sujets sur notre vie perso, sur notre relation amicale. Ça peut être sur notre vie pro, ça peut être sur le podcast, ça peut être sur des idées même. Après, nous, on sélectionnera bien évidemment vos questions et on essaiera de prendre les plus pertinentes. Mais si vous avez même des idées que vous voulez nous faire partager, bah ça va être le moment en fait. Cet épisode-là, c'est le moment. Alors, comment ça va se passer? Ici, c'est l'épisode 49. Si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, vous allez tous sur YouTube et vous allez tous commenter sous la vidéo YouTube, dans les commentaires de la vidéo YouTube, avec les questions que vous avez. Comme je le disais, ça peut être des questions perso, pro, peu importe, y a pas, on s'en fiche, vous faites ce que vous voulez au niveau des questions. Et nous, on reprendra toutes ces questions-là, on va les trier. Il y aura certainement des questions qui seront répétées, donc on va essayer de trier tout ça et on répondra à toutes ces questions dans l'épisode 50. Est-ce que François, tu as un truc à dire pour Non, clarifier ça ou, c'est très clair. Bravo très Jedi. clair, très Et clair. n'hésitez pas, franchement, nos vies, nos parcours, nos projets, nos futurs Ouais, projets tout ce que peut-être, vous voulez. nos expériences dans les commentaires. Ouais, même les trucs. Enfin, honnêtement, allez-y quoi. Il n'y a pas Et si vous de. kiffez des questions, n'hésitez pas à les upvoter en mettant des Allez, petits pouces voter, bleus dessus. évidemment. Ouais. Évidemment. Parce que, évidemment, on prendra déjà les questions les plus votées, on va les prendre en priorité. Et après, on triera les autres en fonction du temps imparti, même si, comme vous le savez, on n'a pas de limite de temps. Nos épisodes peuvent être très longs comme courts. Cool. Et l'annonce, alors la fameuse annonce, mais je vous garde tout ça, on vous garde tout ça pour l'épisode 50. C'est un moment stressant aussi pour nous et c'est drôle parce que ça va changer un peu. Cool. Après cette annonce qu'on refera en fin d'épisode, histoire de bien marquer le coup et que les gens s'en rappellent bien, est-ce que tu veux commencer avec une idée de boîte, quelque chose, n'importe quoi, une news, peu Tu veux importe, lancer, anecdote? vas-y, commence toi avec, parce que je sais bien que tu as une news ou une idée, c'est un peu plus soft, parce que Bah, moi c'est une j'arrive après idée avec du lourd, du lourd, il faut avec du lourd. s'accrocher. Ok. Alors moi, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors moi, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet. Enfin, c'est une idée de boîte que après je vous en parlais, vous allez comprendre. Mais je voulais en parler depuis un bout de temps et j'ai à chaque fois zappé. Et là, j'avais envie d'en parler parce que hasard, ce matin, TikTok, je scrolle sur TikTok comme d'habitude, comme tous les matins, tous les soirs. Mon addiction TikTok me prend le dessus, me mange. Et je vois quoi? Je vois un compte TikTok qui parle un peu des side hustle business slash young business, genre les business pour les enfants, slash, Mhm. en gros, vraiment, il promeut l'entrepreneuriat, mais d'une bonne façon, sous forme de petites interviews, de petits reportages. Et je vois quoi? Je vois un gosse dans un village aux États-Unis qui charge $20 pour nettoyer des tombes. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans les cimetières. Dès qu'il voit que quelqu'un se recueille sur une tombe, il va le trouver. Il lui dit, bah, écoutez, si vous voulez, je peux nettoyer chaque semaine, tous les mois, votre tombe. Et il charge $20. Il fait ça pour le kiff, parce qu'il adore aider les gens. Et alors, il y a une petite histoire émotionnelle, un petit storytelling derrière aussi qui est assez cool. Et le gosse, là, il a nettoyé plus de 1000 tombes, ce qui fait plus de $20 000. C'est génial comme side hustle pour un gosse. Moi, le petit, c'est un petit bout de chou, il a 6 7 ans et il a son matos avec sa pompe, sa brosse et il va nettoyer les tombes, quoi. Bon, est-ce que c'est glauque, est-ce que c'est pas glauque, j'en sais rien. Mais du coup, je vois ça, je me dis putain, trop bien. C'est vrai que du coup, je vais faire quoi après? Je vais sur Google, je tape Graveyard Cleaning Business et je vois qu'en fait, ces business-là qui sont, je sais pas, il faudrait qu'on leur donne un nom, je sais pas c'est quoi comme nom, mais tu sais, c'est les business où tu nettoies le trottoir des gens, tu tonds la pelouse,
Microservices. Ouais, les microservices, tu vois. On en avait parlé d'un qui faisait pas mal de thunes, qui ramassait les excréments des animaux dans les jardins, Hmm. genre de choses. Bon, bah, du coup, je tape Graveyard Cleaning Business et je vois qu'il y en a plein en fait. Je vois qu'il y a des guides, je vois qu'il y a plein de vidéos sur YouTube de mecs qui disent bah, mon business en fait, c'est que je nettoie des tombes et en fait, c'est un putain de gros business. Les gens sont prêts à payer. Génial. Enfin, il y a du MRR parce que les gens payent un abonnement et tout pour se faire nettoyer les tombes. Enfin, soit. Mhm. Et ça me fait penser à quelqu'un que j'ai accompagné l'année passée, début de cette année, l'année passée, sur un business lié à la mort et au cimetière. Et je ne sais pas si je t'en avais parlé de ce business-là. Peut-être je t'en avais parlé à l'époque. À mon avis, c'est le genre de truc auquel j'aurais dû t'en parler. Je pense que je t'en ai parlé, peut-être t'as zappé ou pas, mais après tu vas voir. En gros, c'est un Français qui, qui est spécialisé dans le béton et dans les aménagements publics. Et bon, il était en train de partir sur un business de courtage de béton, je ne sais pas quoi. Bon, il partait là-dessus, c'était son expertise. Et ça a duré bien un mois, le coaching avec cette personne sur cette traînée-là. Et je dois dire, je dois être honnête, et lui, il le sait très bien, enfin, on est ensemble. C'est un mois qui était très long, fastidieux, ça ne donnait pas grand-chose pour plein de raisons. Et un jour, on se voit sous Zoom et il me dit, bah, écoute, malheureusement, on a une tragédie dans la famille et on a dû bah, faire tout le processus à mettre en place pour, pour faire les funérailles. Et une des choses que j'ai dû faire, c'est aller dans une boutique funéraire, acheter une plaque pour la tombe. Tu vois, les plaques que Mhm. tu vois dans les cimetières. Et il m'a dit, et du coup, il me disait, en fait, les plaques, elles se ressemblent toutes. Elles sont toutes faites plus ou moins de la même matière. C'est des matériaux bien spécifiques qui durent dans le temps, qui sont résistantes à la météo, etc. Facilement gravables. Et en fait, la seule personnalisation que les gens font, c'est ils font graver nom, prénom, date, peut-être le nom des enfants, et puis un dessin, une fleur ou une Citation, chose comme ça, voilà, une citation, voilà. Et il dit, tiens, euh, c'est comment on pourrait mieux customiser ça et rendre ça un peu plus joli parce qu'il y a quand même des gens sur Terre qui se recueillent régulièrement, chaque semaine, chaque mois sur les tombes. Et comment on pourrait rendre ça beaucoup plus joli, beaucoup plus plaisant et surtout que la vue, donc le fait de voir la tombe nous rappelle plein de souvenirs. Non seulement dans notre tête, mais juste en voyant la tombe, on est plein de souvenirs qui puissent surgir. Et ce mec-là, il adorait jouer avec de la découpe laser et de la résine époxy. J'en ai déjà parlé de la résine époxy, qui est une mhm. résine très à la mode pour la décoration récemment. Et du coup, il s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas des... Alors, en ayant cette idée, ce qui est super intéressant, c'est qu'il a commencé à interviewer des gens sur le terrain, surtout des vendeurs de plaques funéraires. Euh, Surtout dans la boutique là où il a dû acheter une plaque funéraire, bah, il a été demandé au gars, bah, c'est quoi le prix moyen d'une plaque funéraire, combien vous en vendez par semaine, c'est quoi les contraintes. La contrainte, c'est que bah, il y a un défunt, bah, il faut très très vite produire la personnalisation de la plaque. Genre, tu n'as pas une semaine à attendre, des fois c'est quelques jours, un, deux, max 3 jours. Donc il faut personnaliser vite. Ça coûte entre 50 euros et 200 euros une plaque en fonction de la personnalisation et de la qualité du matériau. Les marges sont très grandes dessus. Mais en fait, la clientèle s'en fout. Enfin, je veux dire, tu réfléchis pas, tu es Mhm. dans un moment particulier de ta vie et tu réfléchis pas peut-être à faire 100% d'économie. Tu veux juste prendre le truc qui a là et le plus opti. Euh, et les gens sont friands. Des fois, ils demandent est-ce que vous n'avez pas des choses un peu différente que la plaque qu'on voit tous les jours. Alors là, Mhm. le truc un peu plus wouhou que les gens en prennent, bah, c'est des personnalisations un peu plus spéciales avec des dessins gravés Mhm. dans l'espèce de marbre. Euh, et en disant ça, il s'est dit, bah, tiens, moi je vais faire un truc. Donc il a été dans le local d'un ami à lui. Il a utilisé que cet ami à lui avait de l'époxy, avait du bois et faisait de la gravure laser. Et il s'est dit, bah, je vais prendre un beau bois, un vrai beau bois,
je vais le graver avec le nom d'un défunt, je vais le couper à la bonne forme. Euh, le problème du bois, c'est quoi? C'est qu'il est peu résistant à la météo. Une façon de le rendre résistant, apparemment, il m'expliquait, c'est de le brûler, de le chauffer très fort. Et du coup, après, le bois devient résistant. Mais suite à plein de choses, ça n'allait pas. Et du coup, il s'est dit, pourquoi je ne pousserais pas la personnalisation un peu plus loin et je ne coulerais pas la plaque en bois dans de l'époxy. Donc, c'est-à-dire faire une surcouche dessus d'époxy. Et en fait, je ne sais pas si tu vois c'est quoi l'époxy, mais donc c'est de la résine transparente. Mhm. Et en fait, tu coules autant d'épaisseur d'époxy que tu veux au-dessus de la plaque. Et il dit, pourquoi je n'utiliserais pas tout cet espace vide et transparent pour y mettre des choses. Et du coup, il s'est dit, un exemple, si par exemple, j'ai un grand-père qui adorait la chasse et voyager, et qu'il avait une boussole fétiche de quand il était ado et une map monde, enfin une carte du monde et une pipe, pourquoi je ne reprendrais pas ces objets-là et en fait, pourquoi je ne les mettrais pas dans l'époxy en fait? C'est-à-dire que je Mhm. coulerais l'époxy en mettant ces objets-là et en fait, ça ferait vraiment un effet 3D où tu peux voir ben, les objets de la personne. Ils sont bien protégés parce que c'est de la résine époxy, elle est très résistante et en plus, ça donne un certain style à la plaque. Ok. Bon, il a eu cette idée, il a fait un petit prototype, il est retourné dans la boutique, il a montré le prototype. Le mec a dit, putain, incroyable, c'est super stylé. Est-ce que vous êtes sûr que c'est résistant? Et en fait, petit à petit, suite à différentes interviews, différentes itérations là-dessus, et en allant revoir le commerçant régulièrement avec la plaque améliorée, plus fine, enfin, toutes les du coup, en fait, le truc, c'est que le processus qu'il a mis en place, c'était très intéressant parce qu'il faisait beaucoup d'allers-retours entre Mhm. la boutique et son atelier. Il visait ce qu'il faut faire, en fait. Et au final, il a réussi à vendre des plaques enfin, ce concept-là, à ce commerçant-là. Je vais relancer cette personne que j'accompagnais à l'époque pour lui demander où il en est. Mais c'était juste pour dire que j'ai trouvé sa méthode d'idéation et de développement de son produit super smart, hyper engageante. Euh, il a une idée de business dans un marché pas ultra sexy, on va se l'avouer, mais où il y a de l'innovation à faire et il a une réaction du public qui était positive. Et en plus de ça, il est sur un produit qui marge de beaucoup, sur lesquels les gens ne vont pas réchiner au niveau du prix et où en fait le marché ben, il est infini, c'est-à-dire que tout le monde meurt tous les jours, quoi. Enfin, beaucoup de personnes meurent tous les jours. Mais Euh, attends, avec la longévité, est-ce que ce business model n'est ah, pas à risque? ah. Non, je rigole. Mais j'ai trouvé. Longévité. Mais voilà, donc en fait, ce que j'ai bien aimé chez Hmm. cette personne-là, parce qu'à la base, il n'était pas du tout parti là-dessus. Il avait une expérience dans le béton C'est et le pas pivot, du tout quoi. Et en fait, il y a eu un pivot de par une expérience personnelle, de par un problème personnel. Il s'est dit, tiens, j'expérimente très bien. En plus, à la base, il passait ses week-ends dans l'atelier de son pote à faire des trucs comme de la gravure. Il adorait ça, bidouiller avec des machines. Et en fait, c'était le sweet spot parfait, quoi. C'est-à-dire problématique perso, marché Passion. et passion parce que je bidouille déjà avec ces Hmm. outils-là. Euh, Parfait, quoi. Et je vais relancer la personne vraiment pour lui demander des news. J'ai pensé à lui ce matin, donc je me suis dit, bon, je vais pas le relancer maintenant, j'aurai certainement pas de réponse. Mais, euh, mais pour vous dire que voilà, il y a de l'argent à se faire partout, même là-dessus. Et il y a moyen d'être un peu innovant vraiment partout, même sur ce sujet-là qui sont les tombes funéraires, quoi. Oui, le marché du funéraire, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est un marché qui, je trouve, est super intéressant. Euh, j'y ai déjà pensé, moi, à plein de reprises, mais en effet, c'est pas, non seulement c'est pas sexy, mais c'est triste, en fait. Du coup, c'est pas n'importe qui peut s'y attaquer. Je pense qu'il faut avoir une personnalité bien particulière. C'est pour ça Euh, aussi, ce qui est très drôle quand tu tapes Graveyard Cleaning Business sur Google, tu as des guides de comment lancer ton business de nettoyage de tombes. hmm, Et il y a une des règles qui est souvent mentionnée, c'est Be nice with people, parce qu'en fait, ils sont dans un moment difficile de leur vie. Et en fait, quand tu essaies de leur vendre ton service, etc., il faut être hyper délicat, hyper nice. Parce qu'en fait, les gens, par définition, ils sont dans un moment compliqué de leur vie. Et c'est pour ça aussi, je pense personnellement, qu'il y a beaucoup de gosses,
de gosses qui font ces business-là. Parce que quand tu viens de Naturellement, perdre ton ouais. père et que tu as un gosse qui vient et qui te dit « Oh, moi, j'aimerais bien m'occuper de la tombe », voilà, c'est dur de dire non, quoi, parce qu'il y a plein de choses qui viennent, quoi. Alors, moi, quand je suis passé par des étapes comme ça personnellement, j'ai remarqué, surtout récemment où j'étais plus conscient, que c'est vrai que le prix n'est pas vraiment un sujet, à tel point qu'il n'est pas clairement mentionné. Et quand le mec du funérarium vient pour te faire un devis, il vient, il s'assied, il prend un verre ou un café et il parle, il y a des longs exposés. Et tu vois, c'est un petit peu enrobé comme ça en mode. Enfin, c'est vraiment une expérience de vente qui est, je trouve, très particulière. Et il n'y a, il y a pas de ROI, il y a pas de calcul, tu vois, et c'est vraiment un autre, vraiment une autre dynamique et un autre paradigme que celui de la vente qu'on peut connaître en B2B ou en B2C. Par contre, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a tellement moyen d'inventer des nouvelles façons de s'y prendre. Et j'en parlerai sans doute dans un des épisodes prochains, mais il y a quelques mois, pendant le Covid, enfin, il y a quelques mois, pendant la première vague du Covid, quand les gens ont commencé à mourir en masse, enfin, quand des gens ont commencé à mourir en masse, il y a eu pas mal d'infos qui sont sorties sur ces business-là, en fait, qui se sont retrouvés complètement sous l'eau. Les funérariums qui avaient plus de cercueils disponibles, ou bien alors même tout simplement les cimetières qui avaient plus de place pour enterrer les gens. Et donc, il y a plein d'infos qui sont sorties comme ça, et je pense qu'il y a une boîte d'investissement aux États-Unis qui a un gros fonds, qui a un gros portefeuille, qui s'est spécialisé justement sur cette thématique-là. Et c'est des boîtes qui sont valorisées parce qu'en fait, elles sont quasiment monopolistiques à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de concurrents. La barrière à l'entrée est quand même grande. C'est un business en plus qui est basé sur des réseaux un petit peu familiaux plutôt. En gros, c'est les funérariums, c'est des business de famille à la base. Mm. Puis en fait, après, t'as vraiment comment est-ce qu'on appelle encore ça? C'est pas des concessions, mais en gros des, euh, des franchises de cette grande boîte-là qui se sont créées, etc. Bon, bref, super intéressant. Et je me rappelle, moi, que j'avais vu passer euh, à l'époque des demandes de stockage pour, euh, pour des entrepôts en frigorifique pour pouvoir stocker des gens qui venaient de décéder Chaud. parce qu'il n'y avait plus de place nulle part, en fait. Ouais. Et qu'il fallait bien les mettre quelque part dans un endroit où ils pouvaient être conservés. Donc, Mm. il y a eu des trucs bizarres pendant le Covid qui ont permis de faire émerger des infos, des insights sur ce marché-là. Et je pense que probablement, surtout avec les gens comme nous, qui allons mourir dans 60 ans peut-être, 60, 70 ans, euh, eh ben, c'est intéressant de voir comment nous, notre expérience, l'expérience de nos enfants par rapport à la mort, comment ça va se transmettre d'un point de vue patrimonial, comment est-ce qu'on va probablement essayer de survivre d'une certaine façon, autre que par juste un lieu physique. Tu vois, genre, quand tu me parles de ça, moi, je pense directement, OK, pourquoi est-ce qu'on met pas des QR codes sur les tombes? Et quand tu QR codes, quand tu le QR, enfin, quand tu le photographies, tu es redirigé vers une biographie, bêtement, tu vois, ou une vidéo, ou quoi ou comme, tu vois. C'est vraiment des expériences toutes bêtes. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps à la famille d'y penser, de le mettre en place. Mais le jour où ce sera prévu par le défunt avant de mourir, Mm. eh ben, ce sera très intéressant de voir comment cette expérience-là va changer. À suivre. Mais bien vu, en tout cas. Sûr. Et J'adore l'époxy, hein, j'essaierai de... toi. Les quoi? Ouais, l'époxy, écoute, c'est un vrai truc. Et je recontacterai cette personne. Et si j'ai des news, je vous en donnerai, espérant qu'il a continué et qu'il a réussi à en faire un vrai business, quoi. Mais c'était super intéressant parce que les marges étaient là. C'était pas dur à fabriquer. Il y avait de la personnalisation quand même. Euh, mais, euh, mais je trouvais le concept. Il m'avait montré une photo. Je trouvais le concept genre, je me dis, je me vois bien custom ma tombe, quoi. Tu vois, je vois pas pourquoi. Après, il y a peut-être des réglementations ou autres, tu vois, que je sais Ouais. pas, j'en sais rien. Peut-être des trucs un peu. Qu'est-ce que tu mettrais entre la plaque et l'époxy, toi? Ah putain, je sais pas, gros. Une Je casquette mettrais. sushi? Non, je Sushi mettrais NFT? je Un mettrais cigare? un. Ah, peut-être un petit. Ouais, je sais pas si je mettrais un cigare. Je mettrais certainement une souris d'ordi. Ok. Une souris d'ordi pour représenter le gaming. C'est quand même ce qui m'a
c'est là-dedans que j'ai passé la plupart de mon temps, de mes 11 à 25 ans. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire même aujourd'hui, plus. C'est ce que je mettrais pour le moment. Après, je sais pas. C'est triste, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Il faut y Je sais pas quoi mettre. réfléchir. Il faut réfléchir, ouais. Mais Tu sais, ouais. typiquement, moi, je fais partie des gens un peu bizarres qui prévoient euh, régulièrement, je me remets en question, ok, d'accord, si demain je me fais écraser par un bus, qu'est-ce qui arrive? Et du coup, il y a tout un tas de mécanismes qu'on peut mettre en place, notamment quand tu es dans la crypto. C'est hyper intéressant de savoir comment tu transmets tes clés, comment tu transmets ton portfolio, quels Mm, sont mm, mm. les grandes guidelines que tu peux laisser à ta famille ou à tes amis ou à quiconque que tu as envie de faire profiter. Et il y a un protocole là-dessus, j'en parle souvent sur mon Twitter, qui s'appelle Sarcophagus, qui essaie d'innover là-dessus. Je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font. Allez checker si ça vous intéresse. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne le connais pas non plus assez bien pour en parler comme ça on the spot. Mais typiquement, un truc tout bête que je fais, c'est que forcément, je laisse des traces écrites. Je sais où je les laisse plus ou moins chez moi ou avec différents destinataires qui pourront se recroiser entre eux, tu vois. Donc Oh ça, putain, le c'est un mec, truc ça. marrant. Mais le truc le plus bizarre que je peux faire, par exemple, c'est faire la playlist de l'enterrement. Tu vois? Genre, ok, si demain tu meurs, à quelle chanson tu veux qu'on passe à ton enterrement? Et je veux pas que Mais ce tu soit penses un déjà à clip. ça maintenant? Non, j'y pense pas tous les jours, mais ça m'arrive. Je dirais une fois par an, j'ai une petite après-midi où je me dis, tu vois, une petite après-midi d'automne où il fait Allez, moche, il j'update ma pleut, playlist. j'update ma playlist. Et non, mais en vrai, c'est une belle expérience de pensée. C'est très stoïcien, je trouve. Ouais. Donc voilà. Euh, Vas-y, dis-moi, allez-y. qu'est-ce que tu veux Alors, me... pour changer complètement de sujet, là, on va faire tu vois, il y a les shorts et les longs en bourse. Là, on va faire un long civilisation. Et je vais te parler d'un projet qui est sorti publiquement il y a quelques jours. Disclaimer, moi, j'ai investi dessus. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Enfin, du coup, c'est pour ça que je suis capable d'en parler. Et capable, c'est un grand mot parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Je pense que toi aussi, tu es un peu intéressé. Donc, disclaimer, pas un conseil d'investissement une fois de plus. Je vais parler de ClimaDAO. Donc, ClimaDAO, c'est sorti il y a quelques jours. Il y avait eu une pre-sales, enfin un launch, un fair launch il y a quelques semaines de ce token. C'est un fork. Donc, un fork, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu prends un code sur GitHub et que tu crées comme une fourchette et tu fais ta propre version à partir du code de base. C'est un fork d'Olympus DAO, qui est un stablecoin algorithmique backé par une trésorerie bien particulière. Et comme son nom l'indique, ClimaDAO s'attaque à ce grand enjeu du climat et plus précisément du marché du carbone. Alors son but, c'est d'utiliser, ça se remarque vraiment en fait dans la bio et dans le background des fondateurs, c'est d'utiliser toutes les dynamiques rendues possibles grâce à la défi pour faire monter le prix du carbone. Et donc, quelque part, c'est incentiver les individus et les entreprises non seulement à innover, mais aussi à mettre au point des alternatives dans leur façon de consommer. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Là-dessus, j'ai été aidé, pour pouvoir en parler, j'ai été aidé par un pote qui s'appelle Alexandre Dantine, qui est un expert du marché de l'électricité en Europe, un pote à moi. Il y a deux types de marchés aujourd'hui sur le marché du carbone. Il y a ce qu'on appelle le marché obligatoire. Donc ça, c'est un marché qui est créé et régi par les États, où en gros, l'État émet un droit de polluer par industrie. Toutes les industries ne sont pas concernées, mais par exemple, prenons une usine à charbon. C'est une industrie qui est concernée par ce droit de polluer. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne hyper concrètement? C'est qu'un acteur, par exemple une usine à charbon, a un quota d'émissions de CO2 par an. Donc, il a le droit de payer, enfin, il a le droit de polluer, et au-delà de ce quota-là, il doit en fait payer pour pouvoir émettre plus de pollution, donc de Ok. carbone. Comment ça marche? L'État distribue les États distribuent les quotas, l'Europe en l'occurrence distribue les quotas, et puis en fonction des besoins de chaque industrie, des besoins de chaque entreprise, l'entreprise est amenée à polluer, à produire et donc à polluer plus.
versus certaines entreprises sont appelées à produire un peu moins ou à mettre en place des techniques innovantes qui lui permettent de polluer moins. Et donc, elles se retrouvent avec ce qu'on appelle des crédits carbone. Et ensuite, il y a un marché qui se crée au cours de ça, dans lequel les entreprises qui ont un excédent de crédit carbone mettent en vente leur crédit carbone aux entreprises qui Ok. n'en ont pas assez pour pouvoir Donc continuer à polluer. le fait que tu pollues moins par rapport au quota que tu avais, ça te donne du crédit que tu peux revendre. Exact. Que des Grosso modo, c'est sociétés ça. qui veulent overpolluer peuvent racheter. Exact. C'est comme ça que le marché du carbone, qu'on appelle le marché obligatoire, euh, fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce quota qui est défini par l'Europe diminue d'année en année. C'est-à-dire que chaque année, les entreprises peuvent polluer moins, et donc chaque année, le prix du carbone, des crédits carbone, augmente. Puisque, sauf dans le cas où une entreprise arrive vraiment à se réinventer et à mettre en place des process en mettant une éolienne, en mettant des panneaux solaires, j'en sais rien, tu vois, ou en sourçant de façon plus écologique, green, ces matériaux, etc. Bref, donc chaque année, le quota diminue et donc le droit de polluer augmente. Le prix du droit de polluer augmente Ouais, plutôt. voilà. Donc c'est vraiment une incentive qui est mise en place par l'Union européenne pour dire, OK les gars, on a un problème avec le carbone, avec les émissions de carbone dans le monde, il faut les diminuer. Comment est-ce qu'on fait pour les diminuer? On met en place ce marché-là, et ce marché diminue, enfin, le droit de polluer diminue d'année en année. Et c'est comme ça, en fait, que ça incentive les entreprises soit à avoir un meilleur pricing du carbone et aussi à polluer moins et à mettre en place de nouvelles techniques pour polluer moins. À côté de ce marché obligatoire, c'est ce qu'on appelle le marché volontaire. On l'appelle aussi le marché du pledge. Donc, en gros, c'est des entreprises qui ne sont pas forcément visées par le marché obligatoire de base, mais qui disent, OK, nous, en tant qu'entreprise, on veut être 100% green, on veut être 100% clean. On s'engage en tant qu'entreprise, d'un point de vue social, à acheter des crédits de carbone. Mais ces crédits de carbone ne sont pas émis de la même façon, ils ne sont pas du tout régis par les États, etc. À ce moment-là, c'est beaucoup plus décentralisé. C'est une quantité de petits acteurs qui sont par exemple des gens qui font des projets de reforestation, des gens qui mettent des éoliennes, des gens qui mettent des panneaux solaires, qui font des fermes de panneaux solaires, etc. Tous ces gens-là émettent des crédits carbone qui revendent ensuite à ces entreprises. Mais c'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment un système de opt-in quelque part. Donc en gros, c'est une entreprise qui dit, OK, moi je veux être green à partir de cette année, ou à partir de 2030, on va être 100% green. Donc, c'est-à-dire que dès qu'un de nos employés prend un avion, il émet du CO2, on l'offset. Dès qu'on achète une nouvelle voiture qui est pour la construire, on a dû polluer autant, on offset en rachetant des crédits carbone, etc. etc. Ok. Comment ça se passe? Donc, ces entreprises achètent le crédit carbone. Le crédit carbone a donc une valorisation. Il est valorisé un petit peu de façon fluctuante. Il n'y a pas un marché unique de comment ça qui permet d'englober tout le marché carbone sur le marché, enfin tout le marché du carbone sur cette partie du marché volontaire. Donc il y a un marché qui se met en place qui est pas très englobant, et c'est là-dessus vraiment que ClimaDAO va se lancer. Alors ClimaDAO, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent racheter en masse tous ces crédits carbone sur le marché volontaire. Enfin, pas tous, mais ils veulent en racheter une grande partie exactement pour faire monter le prix du carbone. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les producteurs de ces crédits carbone vont pouvoir faire plus de profits et donc développer leur activité, ce qui va avoir des effets bénéfiques sur le long terme qui sont potentiellement énormes. Mais surtout aussi, et c'est vraiment un peu là qui se place, c'est que les entreprises vont devoir, qui se sont positionnées en tant que clean tech, enfin pas clean tech, mais clean business, vont devoir payer quelque part de plus en plus cher pour pouvoir offset leurs émissions carbone. La seule façon qu'ils auraient pour ne plus payer autant, en fait, c'est vraiment d'arrêter de polluer, ou en tout cas de trouver arrêter d'utiliser des technologies polluantes. Je trouve ça génial. J'ai peur de me lancer dans les economics, dans les tokenomics, parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, il y a deux tokens sur le climat. Il y a le token qu'on appelle le BCT, donc Based Carbon Ton, en gros, qui représente une tonne de carbone, pardon, de carbone, et qui back en fait chaque climat qui est émis. Et à chaque fois que ClimaDAO achète des crédits de carbone, il y a un token de BCT qui est donc créé, qui est équivalent à une tonne de carbone. Et cette tonne de carbone permet de minter un nouveau climat. Comment est-ce qu'ils font pour que le prix se maintienne?
et ben en fait, à chaque fois qu'on mint un nouveau climat, les gens qui sont en stake du climat, donc les gens qui ont déposé les climats qu'ils ont achetés dans un contrat, et le climat, c'est vraiment la monnaie, la monnaie carbone de ce projet-là, et aussi la monnaie de la DAO. Donc, les gens qui ont mis leur petit climat dans un contrat de staking reçoivent à échéance régulière, je pense que c'est toutes les 8 heures, il y a un rebase qui se fait toutes les 8 heures, reçoivent une partie des des climats, une partie des climats qui ont été émis suite à l'onboarding quelque part de ces nouveaux crédits carbone. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu sais, et ça je ne sais pas moi, où est-ce qu'ils achètent ce crédit carbone? Est-ce qu'ils contactent des sociétés et leur disent on vous rachète votre crédit carbone? Est-ce qu'il y a des marketplaces sur lesquels ils sont partenaires et en fait ils achètent automatiquement via là? Tu sais comment ils font pour acheter? Alors c'est ça, c'est un peu là où le bas blesse et où il y a potentiellement des dérives sur ce genre de marché, c'est que c'est un marché qui n'est pas vraiment régulé. Donc en gros, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils trouvent des projets en Amazonie, dans la forêt amazonienne, au Mexique, en Inde, etc., qui ont des projets écologiques qui permettent de générer des crédits carbone. Je ne sais pas exactement comment ces projets-là s'arrogent le droit de produire des crédits carbone. J'imagine qu'il y a des règles locales à respecter, mais ce n'est pas aussi clair que sur le marché régulé obligatoire. Et du coup, le sourcing de ces projets-là, il se fait un petit peu, à mon avis, à la One Again actuellement. Je ne pense pas qu'il y ait de marketplace. Et si tu regardes un peu sur leur site web, tu vois qu'ils ont un projet d'agroforesterie à gauche, un projet je sais pas, de reforestation à droite, et que c'est un petit peu dispersé dans le monde. Aujourd'hui, le market cap de climat, c'est 500 millions de dollars. Et on estime, d'après les sources que j'ai eues, que le marché volontaire, il est évalué à plus ou moins 1 milliard de dollars. Donc, ils sont déjà très, 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 très fort évalués par rapport au marché de base, tu vois. Clairement. Et par contre, le marché obligatoire, lui, par exemple, si on prend le cas de l'Europe, il est égal au quota des émissions de CO2 total en Europe, fois le prix du CO2. Et le prix du CO2, de la tonne de CO2, pardon, en Europe, c'est 10 dollars. Non, c'est un peu plus de 50 dollars. Okay. Un peu plus de 50 euros. Okay. Ça fait qu'augmenter, en fait. Okay. Parce que eux, à la tonne, après, je crois que... Ouais. Pardon. À la tonne, vas-y. Je crois que climat à la tonne, c'est 10 dollars, je crois, un truc comme ça, non? Le prix c'est possible, mais du coup, c'est pas le même marché. C'est le marché volontaire. Ouais. Ok. Super intéressant. Je ne connaissais pas du tout. Alors, moi, j'ai investi aussi dans le climat, mais je ne l'avais pas suivi tout ça. Enfin, je ne savais pas que c'était si structuré, qu'il y avait une partie structurée et une partie déstructurée dans le marché du carbone. C'est très drôle parce que Pierre, donc, avec qui on fait le Crypto Fellowship, dans les idées qu'il voulait, dans les idées qu'il avait en tête, qu'il fallait exécuter en Web3 avant l'été, il avait ses top idées, c'était dans le top 3 de ses idées, c'était il faut ça. Il faut un climat, en fait. Donc, il avait pitché climat avant que le climat existe. Et puis, il a découvert climat fin de l'été. Et là, il a dit, début septembre, il a dit, wow, ok, putain, incroyable. Il y a quelqu'un qui est en train de faire en fait, ce qui se passe dans la vie réelle, parce qu'apparemment, ça se passe. En fait, il voulait faire autre chose. Ce qu'il voulait faire, c'était auditer des boîtes Web3 et leur proposer de payer un fees mensuel par rapport à leurs dépenses, à leur émission. Ouais. Et il se disait que naturellement, vu que les boîtes Web3 font beaucoup de thunes et qu'elles sont soucieuses de plein de problématiques dans le monde, elles seraient plus que OK pour le faire. Climat, c'est la version un peu améliorée de tout ça. C'est utiliser un produit Web3 pour intégrer, pour racheter sur le marché Web2 qui est en fait gigantesque. Sur le marché traditionnel. Mais c'est trop smart. Vas-y. C'est trop smart, mais je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais parlé, je pense que c'était quand j'étais en Espagne, de Ren, W-R-E-N, qui est une boîte YC Web 2.0, qui fait la même chose, mais en mode subscription. Donc, c'est-à-dire que toi, en tant que particulier, tu peux venir sur cette plateforme-là et estimer ton émission de CO2 au mois. Et eux, du coup, gardent 15% dans leur poche. Donc, en gros, eux, ils font l'intermédiaire entre toi et un projet de reforestation ou un projet X qui émet des crédits carbone. Et c'est comme ça que eux financent ces projets qui ont des crédits carbone, qui peuvent émettre des crédits carbone.
Mais c'est sur le web 2.0 et tu vois directement la différence de De dynamique. frappe. Parce que Ouais. ouais, la différence de frappe, elle est énorme. Entre un Rennes, là, ils sont 5. Je suis en train de regarder leur page. Ça a pas vraiment changé depuis un an. Ils sont beaucoup un petit peu dans le tabassage, tu vois, genre, qu'est-ce que tu peux faire toi pour faire une différence? Leur site web, il est vert, bien sûr. On voit des forêts partout sur leur site web, etc. Bien Ouais. sûr, tu vois, et Non, c'est mais un il y petit a peu une chose en... qui est tellement vraie et que, encore une fois, je crois que je l'ai dit dans le dernier épisode. euh, L'avantage du climat, c'est que les gens viennent pour la spéculation. Et en Ouais, fait, du la fait qu'ils qualification est un spéculent, bon drive. Ouais. ouais, ils viennent pour la spéculation et en fait, ils participent à plein de causes. Mais c'est juste qu'à la base, ils sont peut-être pas là pour ça, ils sont juste là pour la spéculation. Euh, une partie de ces gens qui spéculent vont quand même profondément s'intéresser à la problématique, mais dans l'ensemble, le simple fait que la spéculation est bonne, bah, en fait, ça aide des vraies problématiques et c'est génial, quoi. Et donc, il n'y a aucun problème d'attirer les gens par un rendement annuel gigantesque. Qui d'ailleurs, il est incroyable, le rendement annuel. Enfin, il est, 7000%, ça. je sais pas, un truc comme ça, mais c'est insane. Mais du coup, il y a toute la question, et c'est là où ils doivent être super forts. Et d'ailleurs, leur lancement a été un petit peu, enfin, du coup, me rend un peu suspicieux, parce qu'il a été retardé, qu'il y a eu des bugs, etc. Mais ils doivent être super forts pour que ce modèle-là tienne. Le modèle Olympus DAO, tu vois, Mhm. il y a quand même, tout le monde est fan en ce moment, c'est vraiment un truc novateur, mais en même temps, et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de regarder une vidéo de Bankless qui a interviewé ClimaDAO quelques jours avant son lancement. Il y a quand même pas mal de sujets de Ponzi, etc. Comment tu fais pour que ce soit tenable sur le long terme, parce qu'une APY de 7002% par an, c'est énorme. Et en même temps, tu vois, la réalité, c'est que toutes leurs émissions de climat est baquée à chaque fois par une tonne de CO2, enfin de carbone. C'est pas mal, tu vois. Donc, Mhm. expérience, une fois de plus, comme dans le Web3, à chaque fois, il faut voir ça Ouais, comme des expériences, qui est super intéressante. Et la force de frappe, comme on l'a dit, est vraiment différente, quoi. bluffante. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Clairement, clairement, clairement. Non, mais climat à suivre, évidemment, on a déjà Ape dedans. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire Ape, c'est qu'on est déjà impliqué financièrement. Et le prix n'a pas vraiment. Enfin, depuis que nous, on est rentré dedans, le prix n'a pas explosé. Depuis Le que prix a ceux pu qui sont exploser. rentrés en IDO, ça, c'est un Ça devient monté. x10, là. Donc, ceci n'est pas un conseil en investissement. Nous ne sommes pas des professionnels. Faites attention à votre argent et renseignez-vous par vous-même le mieux possible avant de prendre une décision d'investissement. Ça, c'est dit. On se dédouane un peu de toutes les responsabilités. Cool. J'ai pas d'autres sujets. C'était des petits. Enfin, c'était un tout petit épisode, mais Volontairement, surtout ouais. volontairement parce qu'on a envie que les gens dans l'épisode 50 aient des réponses à leurs questions. Donc, ce que vous allez faire, c'est si vous êtes sur Spotify, vous mettez la petite cloche sur Spotify, vous sortez de Spotify. D'abord, attendez que je termine ma phrase. Vous allez sur YouTube, vous vous abonnez à YouTube et vous lâchez un petit commentaire avec une question que vous auriez. Pas, on s'en fout que ce soit une question perso sur un des deux ou sur les deux, Mm. que ce soit une question pro, une question sur le podcast ou bien juste une remarque que vous avez envie de faire et vous avez envie d'avoir notre avis là-dessus. Allez-y. Pareil, si vous êtes sur l'Apple Podcast, avant de partir dans l'Apple Podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Et si vous voulez aussi un commentaire sur l'Apple Podcast. Et n'oubliez pas que tout se fait sous YouTube. Venez pas nous envoyer des messages privés en mode OK, je te pose la question en privé. Non, 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 faites-le en public. Si vous êtes gêné, vous voulez pas qu'on voit votre pseudo sur YouTube, changez de compte, changez de pseudo, on s'en fout, mais posez la question dans les commentaires YouTube. Euh, et on y Parfait. répondra dans l'épisode 50. Plus la Plus fameuse une surprise. annonce, la fameuse surprise. J'espère qu'on pourra vraiment la faire à l'épisode 50, qu'on aura le temps. Je pense que oui. Oui, J'espère que tout bien va se sûr. goupiller. Mais plus. Donc vraiment, l'épisode 50, c'est important. C'est super important. Cool. Bon, Je te après toutes ces bonnes laisse. paroles, toute Après cette toutes ces bonnes sagesse, paroles, toute cette sagesse, je te laisse et on se voit bientôt pour l'épisode 50. bientôt. Ciao. Ciao, ciao.